Je m'appelle Léa Vallet et j'avais 16 ans quand j'ai réalisé que mes anniversaires ne m'avaient jamais vraiment appartenu. Quelques jours avant ma fête, je savais que mon frère Nicolas allait encore créer une crise. Ma mère, Catherine, murmurait qu'il avait plus besoin d'eux que moi. Mon père, Jean-Pierre, ajoutait qu'il se rattraperait plus tard. Quand ils l'ont choisi une fois de plus, j'ai fait mon sac et j'ai disparu. 15 ans plus tard, ils ont frappé à ma porte et se sont figés en voyant l'homme à mes côtés. Ce dernier anniversaire était censé être différent car j'avais réservé une salle à la médiathèque du centre-ville, imprimé des invitations et préparé une histoire à lire à voix haute. Puis mon frère a appelé, prétendant que quelqu'un avait volé de l'argent à une association humanitaire étudiante et l'avait piégé. En moins d'une heure, mon gâteau a été annulé. La bibliothèque a été informée que ma fête n'aurait pas lieu et mes parents faisaient déjà leurs valises pour aller le sauver. Aucun des deux ne m'a demandé comment je me sentais. Ils ont répété la promesse qu'ils m'avaient faite lors de mes 3 précédents anniversaires. Plus tard, devant leur chambre, j'ai entendu ma mère dire que j'étais assez forte pour survivre à la déception. Mon père a répondu que sacrifier mon anniversaire était plus facile que de laisser mon frère faire face aux conséquences. C'est là que j'ai compris que ma maturité était devenue leur excuse pour me négliger. J'ai ouvert l'ordinateur familial, copié un document que je n'étais jamais censé voir, pris un seul sac et je suis parti avant l'aube. Avant de vous dire ce que ce document a révélé et pourquoi l'homme debout à mes côtés 15 ans plus tard a fait pâlir mes parents, dites-moi quelle heure il est chez vous, d'où vous regardez et quel temps il fait car je veux savoir jusqu'où cette histoire voyage. Mon frère s'appelait Nicolas et à 20 ans, il savait déjà comment transformer chaque erreur en une urgence que quelqu'un d'autre devait résoudre. Ma mère le disait sensible. Mon père le disait ambitieux. Moi, je le trouvais épuisant. Ces crises arrivaient toujours quand l'attention se détournait de lui. Pour mes 13 ans, il a prétendu qu'un professeur le visait, alors mes parents ont passé la soirée à rédiger sa plainte. Pour mes 14 ans, il a dit que sa petite amie avait disparu après une dispute alors qu'elle était simplement chez sa sœur. Pour mes 15 ans, il a exagéré une allergie alimentaire et mes parents ont abandonné le dîner pour s'asseoir à ses côtés dans une clinique. À 16 ans, je ne me demandais plus si quelque chose allait arriver mais quelle histoire il allait inventer. Cette année-là, Nicolas était trésorier d'une association d'alphabétisation sur le campus. 15 000 € avaient disparu du compte. Il a accusé son colocataire Marc Rivière d'avoir volé ses mots de passe, transféré l'argent et planté des preuves sur son ordinateur. Mes parents l'ont cru immédiatement. Ils n'ont pas demandé pourquoi les transferts étaient allés vers une plateforme d'investissement enregistrée avec l'adresse email de Nicolas. Ils ont entendu qu'il pourrait être expulsé et ont commencé à planifier sa protection. Le document que j'ai copié était une lettre que mon père avait rédigée pour l'université accusant Marc Rivière de fraude et de sabotage délibéré. Mon père affirmait que notre famille avait examiné des preuves techniques claires bien qu'aucun de nous n'ait l'expertise pour le faire. À la lettre étaient joints des captures d'écran fournies par Nicolas dont une montrant les fonds manquants et une autre affichant un message prétendument envoyé par Marc. La dernière pièce jointe était un email que Nicolas avait envoyé à mon père 2 jours plus tôt disant qu'il avait juste besoin qu'il fasse douter l'administration assez longtemps pour qu'il puisse régulariser le compte et que dès que le marché remonterait, il pourrait tout remplacer. La réponse de mon père apparaissait en dessous lui demandant de supprimer ce message et disant qu'ils en discuteraient de vive voix. Nicolas avait transféré l'argent de l'association dans des investissements risqués, avait presque tout perdu et avait blâmé Marc avant que l'organisation ne termine son examen. Mon père en savait assez pour comprendre la vérité mais il prévoyait de créer le doute jusqu'à ce que Nicolas puisse remplacer les fonds. Mon anniversaire n'a pas été annulé parce que mon frère avait besoin de soutien mais parce que mes parents l'aidaient à enterrer des preuves. J'ai copié les emails et la lettre sur une clé USB puis j'ai fouillé notre dossier financier partagé et j'ai trouvé pire. Le compte d'épargne que ma grand-mère Evelyne avait aidé à établir pour moi était presque vide. Plus de 25 000 € avaient été retirés pour les frais de scolarité de Nicolas, ses crédits auto et un consultant privé engagé après un autre problème disciplinaire. Mes parents n'avaient pas seulement annulé un autre anniversaire, ils avaient dépensé l'avenir qui m'était promis pour réparer les dégâts qu'il avait causés. J'ai laissé une note disant que je savais où l'argent était passé puis je suis allé à la gare routière avec l'argent liquide que j'avais gagné en classant des livres. J'ai éteint mon téléphone et j'ai voyagé jusqu'à la ville de ma grand-mère Evelyne.
Quand elle a ouvert sa porte, elle a regardé mon sac et a demandé ce qu'ils avaient encore fait cette fois. Je lui ai tendu la clé USB. Elle a lu chaque fichier sans m'interrompre. Lorsqu'elle est arrivée au retrait de mon compte d'épargne, elle a enlevé ses lunettes. Evelyne avait contribué à la majeure partie de cet argent et n'avait jamais autorisé son utilisation pour Nicolas. Cette nuit-là, elle a appelé un avocat. Le lendemain matin, elle a demandé la garde temporaire et a informé mes parents que toute communication avec moi passerait par elle. Leur réponse est arrivée en quelques heures sans demander si j'étais en sécurité mais en exigeant le retour des biens familiaux volés. Evelyne a regardé le message et a dit qu'ils étaient plus effrayés parce que je savais qu'inquiets de savoir où j'avais dormi. Je me suis inscrite dans un nouveau lycée, j'ai travaillé le week-end dans sa librairie et j'ai conservé 3 copies des preuves dans des endroits séparés. L'urgence de Nicolas avait pris mon anniversaire mais quitter la maison avait annulé la capacité de ma famille à contrôler ce que je savais. En 2 semaines, mes parents ont créé une version de ma disparition dans laquelle ils étaient aimants et confus tandis que les proches s'entendaient dire que j'étais devenue instable par jalousie envers Nicolas. Les amis de la famille ont appris que j'avais mal compris des documents financiers privés. Selon l'histoire qui circulait dans notre communauté, Nicolas faisait face à une fausse accusation alors que sa jeune sœur rancunière avait choisi le pire moment possible pour punir la famille. Ils n'ont pas mentionné les dons disparus ou l'email où Nicolas admettait avoir besoin de temps. Marc a été suspendu pendant que l'université enquêtait, perdant son emploi étudiant, son logement et son stage. Bien que la police ne l'ait jamais inculpé, les gens traitaient l'absence de charge comme une question sans réponse. Nicolas est revenu à la maison en prétendant avoir survécu à une trahison et mes parents l'ont transformé en victime. L'avocat d'Evelyne nous a conseillé de ne pas divulguer les fichiers tant que l'examen de l'université était en cours car la colère veut de la vitesse mais la responsabilité exige du timing. 3 mois plus tard, un audit technique a confirmé que les transferts provenaient des appareils authentifiés de Nicolas. Les faux messages contenaient des métadonnées liées à un compte qu'il contrôlait. Nicolas a été expulsé pour faute financière et falsification de preuves. Marc a été réintégré mais l'université a publié sa correction discrètement. L'accusation s'était propagée largement mais la vérité est apparue dans un bref communiqué que peu de gens ont lu. Mes parents ont dit à tout le monde que Nicolas s'était retiré parce que l'université l'avait laissé tomber. Quand Evelyne a exigé le remboursement de mes fonds, mon père a qualifié les retraits de nécessité familiale et a promis de restaurer l'argent plus tard. Ils ont signé un accord de remboursement, ont fait 2 versements et se sont arrêtés. À 17 ans, j'ai découvert que Nicolas avait commencé à parler publiquement de résilience. Il se décrivait comme un ancien leader étudiant faussement accusé. Il disait que le stress avait divisé sa famille et fait fuir sa jeune sœur. Le mensonge changeait selon l'auditoire. Parfois j'étais jalouse, parfois instable. Finalement, il m'a appelé un membre proche de la famille comme si supprimer le lien de parenté rendait l'utilisation de mon histoire acceptable. Mes parents assistaient à ces événements et répétaient sa version. Nicolas a appris que la victimisation pouvait être rentable et il a créé des ateliers sur la survie aux faux récits. Il utilisait nos photos d'enfance dans des vidéos promotionnelles où mon visage apparaissait à côté des mots illustrant le choix de la rancœur. C'était la première fois que je voulais la vengeance plus que la paix. Evelyne m'a trouvé en train de regarder la vidéo et je lui ai dit que je voulais tout publier. Elle m'a demandé si les gens comprendraient les preuves ou si Nicolas dirait simplement qu'elles étaient volées ou mal comprises. Elle m'a dit que j'étais une écrivaine et que je ne devais pas jeter mes preuves dans son histoire mais en construire une à laquelle il ne pourrait pas échapper. J'ai commencé à tout enregistrer, les discours de Nicolas, les messages des proches et chaque contradiction. J'ai construit une chronologie commençant par les anniversaires annulés et finissant par son dernier mensonge public. J'ai documenté non seulement ce qui s'était passé mais qui en bénéficiait. Nicolas gagnait de l'argent et de l'admiration tandis que mes parents préservaient leur image. J'ai aussi commencé à écrire de la fiction sous un pseudonyme. Mes premières histoires étaient colériques et chaque méchant ressemblait à Nicolas. Evelyne m'a appris à examiner ce que chaque mensonge protégeait. À 19 ans, j'ai gagné un concours d'écriture régionale. À 21 ans, j'ai reçu une bourse et terminé mes études sans mes parents. À 24 ans, j'ai vendu mon premier roman sous le nom de Léa Vallée en utilisant le nom de jeune fille d'Evelyne.
Mon deuxième livre a mieux fonctionné et le troisième est devenu un best-seller national. Nicolas a fait l'éloge de ce livre lors d'une interview sans savoir que je l'avais écrit, qualifiant l'auteur de voix courageuse pour les personnes mal comprises. Evelyne et moi avons ri jusqu'aux larmes. L'ironie était satisfaisante mais ce n'était pas suffisant. Nicolas avait publié son propre livre sur la loyauté familiale incluant un chapitre basé sur moi où il prétendait que la jeune sœur s'était finalement excusée. J'ai lu ce chapitre une fois et j'ai placé le livre dans une boîte étiquetée preuve. Mes parents me contactaient chaque fois que Nicolas franchissait une nouvelle étape mais ne reconnaissaient jamais l'argent volé. Ils voulaient ma présence car une photo de nous quatre réparerait une faiblesse dans la marque de Nicolas. Ma mère a écrit un jour que mon frère était prêt à me pardonner et j'ai répondu pourquoi sans qu'elle ne donne de suite. Nicolas continuait d'utiliser ma disparition alors que Marc, la personne qui avait payé le prix fort, avait disparu de la vue du public. J'ai décidé de le retrouver. Trouver Marc a pris presque un an car il avait changé de ville et fermé ses anciens réseaux sociaux. J'ai finalement trouvé un article écrit par Marc Rivière, devenu comptable spécialisé dans la fraude des organisations à but non lucratif. Je lui ai écrit en utilisant mon vrai nom en disant que j'étais la sœur de Nicolas et que j'avais sauvegardé des documents de la semaine où il avait été accusé. 3 semaines plus tard, il a répondu en demandant de quels documents il s'agissait. Notre première conversation a duré 4 heures. Marc m'a dit que l'accusation lui avait coûté ses amitiés et que même après avoir été blanchi, les résultats de recherche connectaient son nom au vol. Ses parents avaient dépensé de l'argent qu'ils n'avaient pas pour l'aider juridiquement. Je lui ai envoyé l'email où Nicolas admettait d'avoir besoin de temps pour remplacer les fonds. Marc a appelé en quelques minutes car il ne l'avait jamais vu. L'université savait que les transferts venaient des appareils de Nicolas mais l'email prouvait que mon père comprenait la situation avant d'accuser Marc. Marc avait aussi des preuves comme des journaux de serveurs liant Nicolas aux faux messages et un enregistrement de mon père l'avertissant d'accepter une résolution discrète ou de risquer de voir son nom associé à la fraude de façon permanente. À l'époque, les ateliers de Nicolas étaient devenus la Fondation pour le renouveau familial Valais-Bennett, une organisation nationale multimillionnaire enseignant la réconciliation. Ma mère gérait les relations publiques et mon père s'occupait des donateurs tandis que Nicolas était le visage public. La fondation utilisait ma photo d'enfance pour les collectes de fonds et Nicolas prétendait que ma disparition l'avait inspiré à aider les familles brisées. Ma mère décrivait ma chambre restée intacte alors qu'en réalité, il l'avait transformée en bureau pour Nicolas 6 mois après mon départ. Marc et moi avons commencé à organiser le matériel. Ensemble, nous avons découvert des schémas troublants à l'intérieur de la fondation où l'argent des donateurs finançait des voyages de luxe étiquetés comme mission humanitaire. L'organisation achetait des milliers d'exemplaires des livres de Nicolas pour faire monter ses ventes. J'ai passé 2 ans à écrire ce que mon éditeur croyait être un roman sur une famille fabriquant des urgences pour protéger un enfant favori. Sous la structure fictionnelle, j'organisais notre véritable histoire. Seule Evelyne, Marc, mon avocat et mon éditeur savaient que le projet deviendrait une œuvre de non-fiction. Durant ces années, Marc et moi sommes devenus plus que des collaborateurs. La confiance s'est accumulée doucement. Marc m'a demandé en mariage à la médiathèque où mon 16e anniversaire avait été annulé. Il a placé une bague à côté de mon premier roman. Nous nous sommes mariés dans le jardin d'Evelyne sans inviter mes parents. Peu après, Nicolas a annoncé la plus grande campagne de la fondation appelée le projet de la chaise vide inspiré par la sœur qui était partie. Mon anniversaire annulé était devenu un symbole de collecte de fonds pour les personnes qui l'avaient annulé. C'est là que j'ai décidé que nos preuves étaient prêtes. Mon éditeur a annoncé mon livre de non-fiction sous mon vrai nom intitulé L'urgence qu'il a inventé. Le livre promettait d'expliquer pourquoi j'étais partie à 16 ans et ce qui était arrivé à la personne blâmée pour les actions de mon frère. En 1 heure, la Fondation a qualifié le livre d'exploitation de la douleur familiale. Ma mère m'a envoyé un email et l'avocat de mon père un avertissement. Le lendemain matin, mes parents ont annoncé qu'ils venaient chez moi, croyant pouvoir encore me persuader de rester silencieuse sans savoir qui se tiendrait à mes côtés. Mes parents sont arrivés 11 minutes en avance. Mon père portait un dossier en cuir et ma mère l'expression triste qu'elle utilisait dans les vidéos de Nicolas. Marc se tenait à mes côtés dans le couloir. Quand j'ai ouvert la porte,
Ma mère a chuchoté mon nom comme si elle commençait une réunion répétée puis Marc s'est avancé. Son expression s'est effondrée. Mon père a serré son dossier en demandant ce qu'il faisait là. J'ai répondu qu'il vivait ici et qu'il était mon mari. Pendant plusieurs secondes, aucun des deux n'a parlé. Ils n'étaient pas préparés à affronter l'homme qu'ils avaient faussement accusé. Ma mère a dit que le passé était plus compliqué que ce que je comprenais et mon père a accusé Marc de me manipuler. Je les ai laissés entrer mais Marc les a informés que notre système de sécurité enregistrait l'audio. Le dossier contenait un accord proposant de rembourser le reste de mon fonds d'études en échange de la suppression des détails identifiables dans mon livre. Il voulait que Marc signe une déclaration disant que l'affaire de l'université était résolue. L'accord évitait les mots fraude ou diffamation. J'ai demandé pourquoi ils avaient arrêté les paiements et mon père a dit que le rétablissement de Nicolas exigeait des ressources importantes. Ma mère a prétendu que la campagne honorait la douleur que nous avions tous vécue. Elle a ajouté que puisque j'étais partie, je n'avais pas le droit de contrôler comment ils survivaient. Cette phrase a tout révélé car ils croyaient que mon absence leur donnait la propriété de mon histoire. Marc a ouvert un autre dossier contenant l'email de Nicolas, les journaux du serveur et les transcriptions des discours où mes parents me traitaient d'instable. Il a demandé à mon père s'il savait déjà que Nicolas avait transféré l'argent quand il avait écrit la lettre d'accusation. Mon père a dit que les faits étaient incertains mais ma mère nous a accusés d'avoir organisé une embuscade. J'ai rappelé qu'ils étaient entrés chez moi avec un accord de silence. Puis mon père a fait l'erreur fatale en disant que même si Nicolas avait fait une erreur, l'exposé détruirait les employés de la fondation. J'ai expliqué que mon livre serait publié, que Marc participerait à un documentaire et que d'anciens employés coopéraient déjà avec une enquête indépendante. Ma mère a pleuré pour l'avenir de Nicolas mais pas pour Marc ou pour moi. Elle a tenté de prendre ma main en disant que j'avais prouvé mon point de vue et que j'avais tout ce qu'il me fallait. J'ai répondu que je n'avais besoin de rien d'eux et que c'était pour cela qu'ils avaient peur. Mon père a prévenu que le public parlerait de vengeance et j'ai dit qu'il avait peut-être raison mais que la vengeance signifiait parfois rendre chaque mensonge à son propriétaire. Avant de partir, ils ont demandé si j'avais parlé à Nicolas. J'ai dit non. Ce que je ne leur ai pas dit, c'est que Nicolas avait déjà contacté mon éditeur pour chercher la personne la plus faible de mon entourage. 2 jours plus tard, il a publié une photo d'une chaise vide avec une légende disant que certaines personnes préféraient punir une famille plutôt que de rentrer à la maison. Pour la première fois en 15 ans, j'ai répondu publiquement en publiant l'accord de remboursement et en écrivant que j'étais bien rentré chez moi mais que j'en avais construit une où la vérité était autorisée. Ma réponse s'est propagée plus vite que sa vidéo. Le lancement de mon livre était prévu le même week-end que le gala annuel de la Fondation. 2 salles séparées par un mur amovible allaient présenter 2 versions incompatibles de la même famille. Nicolas a utilisé des podcasts pour me décrire comme blessé et influençable. Le problème était que j'avais des années de dossiers montrant le contraire. 3 anciens employés de la Fondation se sont manifestés avant le gala révélant que Nicolas utilisait les dons pour ses voyages personnels et que l'angle de la sœur abandonnée était utilisé car il attirait les donatrices. Cette phrase a détruit le projet de la chaise vide. Les sponsors se sont retirés et les membres du conseil ont démissionné. Nicolas a refusé d'annuler le gala car il croyait que parler au public en premier le sauverait. Mon événement a commencé à 18h avec Marc et Evelyne au premier rang. J'ai ouvert en lisant la scène où une fille de 16 ans entend ses parents décider que la décevoir était plus facile que de responsabiliser leur enfant favori. Puis j'ai affiché la chronologie de chaque anniversaire annulé à côté de chaque crise fabriquée. L'auditoire a réagi fortement quand j'ai montré l'email de Nicolas et la réponse de mon père demandant de le supprimer. Marc m'a rejointe pour expliquer les preuves techniques. Les clips se sont propagés en ligne pendant que le gala de Nicolas continuait à côté. Les invités ont commencé à regarder leur téléphone. Nicolas a prononcé son discours malgré tout mais les écrans derrière lui ont affiché un tableur interne montrant les paiements de la Fondation à ses sociétés privées pendant 12 secondes avant que la présentation ne s'éteigne. C'était suffisant. 20 minutes plus tard, Nicolas est entré dans ma salle suivi de mes parents et de caméras, m'accusant de vouloir l'humilier pour une déception d'adolescente. Je l'ai laissé parler. Il a dit qu'il avait remboursé l'argent et que Marc avait réussi sa vie prouvant qu'aucun mal permanent n'avait été fait. Quand il a fini,
j'ai demandé s'il avait créé le compte utilisé pour envoyer les messages sous le nom de Marc. Il a regardé mon père et ce regard a répondu à la question. Marc a lancé l'enregistrement où l'on entendait mon père menacer de détruire sa réputation. Mon père a fermé les yeux et ma mère s'est assise sur une chaise près de la porte. Nicolas a tenté de s'approcher du micro mais la sécurité s'est interposée. Il criait que tout le monde ignorait le bien qu'il avait fait. J'ai dit que le bon travail ne pouvait pas acheter l'immunité contre la vérité, surtout quand ce travail était financé par des mensonges. Puis j'ai montré le document final estimant que mon absence pourrait générer 3 millions d'euros de dons. La salle est devenue silencieuse. Nicolas a cherché de la sympathie mais n'a trouvé que du mépris. Il s'est tourné vers nos parents pour qu'ils le défendent mais aucun n'a bougé. La fondation a suspendu les 3 avant minuit. La carrière de Nicolas s'est effondrée et son éditeur a annulé ses livres. La vérité restait debout. Les enquêtes ont duré plus d'1 an révélant que la fondation avait dissimulé des conflits d'intérêts. Nicolas a été interdit de diriger une association caritative. Mes parents ont dû vendre la maison où mes anniversaires avaient été annulés pour payer les frais juridiques. Ils ont emménagé dans un petit appartement. Mon fonds d'études a finalement été remboursé avec intérêt. Ma mère a envoyé une excuse de 14 pages admettant qu'elle avait confondu protéger son enfant avec le protéger des conséquences. Je les ai rencontrés une fois dans le bureau d'un médiateur. Ils ont dit que Nicolas semblait fragile alors que je paraissais indépendante. J'ai répondu que l'indépendance n'est pas la preuve qu'on a besoin de moins d'amour mais parfois la preuve que demander ne fonctionnait plus. Nicolas m'a écrit une fois pour dire que j'avais eu tout ce que je voulais. J'ai répondu que je voulais juste un anniversaire sans urgence inventée. Marc et moi avons créé un fonds au nom d'Evelyne pour soutenir les personnes faussement accusées de fraude. Pour mon 32e anniversaire, Marc a réservé la même salle de bibliothèque. Une petite fête avec nos vrais amis a eu lieu. Mes parents ont envoyé une carte disant qu'ils étaient désolés de m'avoir appris que mon bonheur était négociable. Je l'ai gardée mais je ne l'ai pas prise pour une réconciliation totale. 15 ans plus tôt, mes parents croyaient qu'un étranger innocent était plus facile à sacrifier que leur enfant favori. Ils ont finalement compris que les 2 personnes qu'ils avaient essayé d'effacer s'étaient trouvées et avaient construit une vie assez forte pour survivre à la vérité. Mon anniversaire m'appartenait enfin. Cette histoire nous rappelle avec force que la loyauté familiale ne doit jamais servir de bouclier à l'injustice ou au mensonge. Le rôle de parent n'est pas de protéger un enfant de ses propres erreurs au détriment d'un autre, car cela finit inévitablement par briser les liens les plus précieux et détruire des vies innocentes. Léa a dû faire le choix douloureux de s'éloigner pour se construire, prouvant que l'indépendance est souvent le seul refuge face à une dynamique toxique. Le véritable pardon ne peut exister sans une reconnaissance totale des faits et une réelle reddition de comptes. C'est une leçon sur la résilience et la force de la vérité qui finit toujours par refaire surface, peu importe les efforts déployés pour l'enterrer sous des faux semblants de vertu. Et vous, qu'en pensez-vous ? Auriez-vous eu le courage de Léa de partir à 16 ans pour protéger votre intégrité ? Estimez-vous que certains secrets familiaux sont trop graves pour être pardonnés, même après des excuses ? Partagez vos réflexions en commentaire pour que nous puissions échanger sur ce sujet délicat.